Bonjour et bienvenue à vous tous au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes la tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, Manon Aubry, dans un contexte de grande violence à l'école. Quel sursaut alors qu'un adolescent a été lynché à Viry-Châtillon en sortant des cours. Sa mort a provoqué un véritable électrochoc. À Montpellier, la petite Samara, violentée, a échappé au pire. L'école française, ce sanctuaire perdu. On va en parler. Nous évoquerons également, Manon Aubry, dans un autre domaine, la recherche d'économie à tout prix du gouvernement avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage et puis la France des bas de laine qui s'inquiète d'une éventuelle taxation des rentes. Et plus largement, bien sûr, au programme la campagne des européennes qui s'accélère, la bataille âpre à gauche et puis autre sujet, 6 mois après les attaques sanglantes du 7 octobre, Israël, Hamas, nous reviendrons sur la situation, sur tous ces grands sujets pour vous interroger. Je suis entourée de mes camarades, Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous, cher Bonjour. Stéphane, et Mathieu Boccoté, bonjour cher Mathieu. Bonjour. Il y a eu donc, Manon Aubry, une avalanche de réactions politiques après la mort de l'adolescent Chemseddine de 15 ans à Viry-Châtillon qui a été passé à tabac et qui a fini par succomber à ce déchaînement de violence. 5 personnes sont gardées à vue, soupçonnées d'avoir battu à mort l'adolescent. Est-ce que vous partagez et dénoncez ce contexte, ce constat d'une hyperviolence, notamment à l'école ? C'est d'abord un drame terrible et mes premières pensées vont pour la famille du jeune Chemseddine, ses camarades de classe, la communauté éducative qui est meurtrie au sens propre, mais aussi pour tous les camarades de classe, la famille et l'entourage de la jeune Samara à Montpellier. Vous savez, chaque acte de violence est un acte de violence de trop. Et la question qui nous est posée aujourd'hui collectivement et singulièrement aux responsables politiques, c'est comment les prévenir et les éviter. Comment éviter de nouveaux drames à l'avenir ? Comment remettre de l'humain, de l'encadrement dans des écoles qui parfois sont sans repère. Et vous savez, quand le gouvernement a supprimé, par exemple, dans le dernier budget, 1000 postes d'assistants d'éducation, il porte une lourde responsabilité, le gouvernement. Il porte une lourde responsabilité dans ces drames-là, y compris dans celui de Viry-Châtillon. Oui, parce qu'il abandonne les élèves, il les livre à eux-mêmes quand on perd des repères, de l'entourage, d'adultes, des référents. Les assistants d'éducation, par exemple, c'est 1000 postes. C'est pas rien. Ce sont des adultes qui sont souvent les premiers liens avec les élèves à la sortie de l'école, etc. Manon Aubry, à vous écouter, c'est la faute du gouvernement, ces drames. J'ai dit qu'il portait une responsabilité. J'ai pas dit que c'était la faute du gouvernement. J'ai dit qu'il y a une responsabilité. La question qui nous est posée, c'est comment on évite ces drames. On peut, si vous le voulez, mettre tous les jeunes turbulents en prison, mais je ne suis pas sûre qu'on va arriver à prévenir ces drames. Donc, pour prévenir ces drames, je pense qu'il faut remettre de l'humain, qu'il faut éviter de supprimer des postes dans des personnels qui jouent un rôle très spécifique. Je pense aux assistants d'éducation, mais je pense aussi aux psychologues. En France, on a un psychologue scolaire pour 1500 élèves. De l'humain, comment des vous moyens. Pensez que est-ce que vous diriez aussi, Manon Aubry, de l'autorité ? C'est ce qu'a dit le maire de Viry-Châtillon. Il est centriste, ce n'est pas une question du tout politique. Il faut remettre de l'autorité. C'est une demande aussi de la majorité des Français. L'autorité, c'est l'autorité de l'État. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une autorité de l'État qui est en train de s'amenuire. Pas seulement, il y a l'autorité mais parentale. l'autorité, par exemple, le respect pour les parents, le respect pour les professeurs, le respect pour les policiers. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de décomposition de cette autorité ? Mais de nouveau, pour que vous donniez des repères et un encadrement aux jeunes et aux élèves, il faut de la présence humaine. Si les jeunes sont livrés à eux-mêmes, si vous avez des jeunes dont les parents sont absents pour plein de raisons, je sais pas, je prends plein d'exemples. Une femme, mère isolée, qui est femme de ménage et qui se lève à 5h du matin pour aller faire des ménages. Oui, elle est moins présente. Et oui, l'autorité de l'État doit pouvoir pallier, doit pouvoir offrir une présence humaine avec des psychologues scolaires, avec des assistants d'éducation, avec des enseignants. On va parler tout à l'heure de la cure d'austérité du gouvernement. Mais quand il supprime près de 700 millions d'euros, là, pas dans le dernier budget, c'est ce que vient d'annoncer Bruno Le Maire. En plus des suppressions de postes d'assistants d'éducation, évidemment qu'en bout de course, ça a une conséquence pour nos élèves. La massification des violences est antérieure à tout cela. Cette violence qui s'étend un peu partout, ça date pas d'il y a quelques mois, ni quelques semaines. Pour remettre un peu de rationnel, je vous l'ai dit, chaque acte de violence est un acte de violence de trop, mais il n'y a pas une augmentation du nombre d'actes de violence en milieu scolaire. C'est relativement stable ces 15 dernières années. Par contre, il y a des nouvelles questions qui sont posées. Je pense au harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'étais adolescente, c'était au tout début, on avait les téléphones, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Évidemment, je n'étais pas exposée au même risque,
moi, quand j'avais 15 ans, que les jeunes de 15 ans à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a une autre forme de violence? Est-ce que vous reprenez d'ailleurs le diagnostic du ministre de l'Intérieur, pas spécifique à l'école, mais qui englobe aussi quand même l'école, qui a parlé d'ensauvagement lui-même, Gérald Darmanin? Mais l'ensauvagement, ça veut tout et rien dire. Vous jetez en pâture l'ensemble de la jeunesse. C'est quoi le référence d'être des sauvages? C'est quoi des sauvageons? Pour moi, c'est ceux qui tuent un adolescent à coups de poing et de pied. Et ils seront punis pour ça. Est-ce que vous en êtes de nouveau? Certains affirment que l'impunité nourrit en fait c'est pas vrai. Cette violence barbare. Et vous savez, plus un système est répressif, ça ne veut pas dire moins il y a de violence. Vous pouvez prendre le cas des États-Unis, où le système judiciaire est beaucoup plus répressif pour les jeunes. Vous pouvez enfermer des mineurs, etc. Et pourtant, c'est un des pays au monde où il y a le plus de violence parmi les jeunes. Parce qu'on a insisté ces dernières dizaines d'années en France sur le volet répressif et non sur le volet éducatif et préventif. Et oui, c'est vrai, ça nécessite des moyens. Mais pardon, si c'est pour éviter que des jeunes se fassent tuer et pour protéger nos jeunes, et particulièrement à l'école, moi, personnellement, je suis prête à mettre ces moyens. Vous réfutez qu'il y ait plus de violence aujourd'hui chez les jeunes et dans les écoles? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Si vous prenez sur les 15 dernières années, le taux de violence scolaire est relativement stable, varie légèrement d'année en année, mais c'est relativement stable. Mais je vous l'ai dit, est-ce que c'est une situation satisfaisante? Évidemment que non. Chaque acte de violence, il faut le prendre et essayer de le prévenir. Cette impression par plusieurs partagée que l'école devient un territoire pour les professeurs, par exemple. Les professeurs, c'est de plus en plus difficile d'enseigner à cause de climat de contestation, de violence. Je reviens parce qu'on a aussi parmi les classes les plus surchargées d'Europe. Quand un professeur fait face à une classe de 30 élèves, pardon, mais c'est pas la même chose que de faire face à une classe de 20 élèves. Quand un professeur peut faire appel à un système périscolaire, à des assistants d'éducation, des psychologues qui vont suivre les élèves, notamment ceux qui sont en difficulté familiale, ce n'est pas la même chose. Donc oui, il y a une situation de difficulté pour la communauté éducative. Je veux leur dire ma solidarité. C'est la raison pour laquelle je me bats pour redonner des moyens dans l'éducation. C'est ça qu'on est en train de payer en ce moment. Il y a les moyens et je suis sûre que nombreux de nos auditeurs et téléspectateurs vous entendent sur ce point. Et puis il y a une question peut-être plus profonde parce que là j'élargis par rapport à ce qui s'est passé. Il y a encore quelques jours, le directeur ou le proviseur du lycée Maurice Raval est parti pour d'autres raisons. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a une difficulté à enseigner certains cours, je pense à la Shoah et d'autres, qu'il y a des coups de canif de plus en plus nombreux sur la laïcité? Là, on élargit à un problème et que l'école, finalement, est devenue un miroir de la société, selon certains. Quel est votre avis? Là aussi, il faut redonner un peu de rationalisation, un peu de recul. Je sais que c'est difficile quand on est en train d'analyser des événements à chaud. Sur la laïcité, par exemple, j'ai les chiffres sous les yeux. Il y a eu 1034 atteintes à la laïcité au mois de septembre. Au mois de février, il y en a eu 336. Vous allez me dire, c'est 336 de trop. Mais c'est pas vrai de dire que ce chiffre est en augmentation. Maintenant, je vous le redis, pour que les enseignants puissent enseigner dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait moins d'élèves et il faut qu'il y ait plus de personnel d'encadrement. Et c'est tout l'inverse de ce que le gouvernement est en train de faire en supprimant l'ensemble de ces postes et en mettant en difficulté nos enseignants. On a une autre difficulté, c'est celle du recrutement, où le métier est de moins en moins attractif parce qu'il n'est pas suffisamment payé. Mais il y a une culture de l'intimidation aussi qui s'est installée. Depuis Samuel Paty, on sait que les professeurs ont peur, c'est-à-dire si une situation se dégénère d'une manière ou de l'autre, ils ont peur d'aller enseigner. Dominique Bernard. Mais pourquoi ils vont avoir peur? Parce que quand il y a des signalements qui sont faits, rien n'est fait. Il n'y a pas de suite. Donc, sans non plus généraliser à l'ensemble des enseignants de notre pays, mais si un enseignant va signaler une situation et qu'il y a une mauvaise coordination entre les différentes parties prenantes, alors oui, il y a un problème, une défaillance qu'il faut remédier. Il y a une nouveauté dans le fait qu'un enseignant ne peut pas tout enseigner sans risquer peut-être de perdre la vie. À l'échelle de l'histoire récente, c'est plutôt nouveau. C'est pas vrai dans l'ensemble des établissements scolaires. Il ne faut pas faire de généralisation. Maintenant, les difficultés que vous posez, qui existent, qui sont réelles, qui ne sont pas une généralité, pour moi, elles sont la conséquence de deux choses. Un défaut de moyens et deux, un défaut de coordination. C'est ça que j'essaie de pallier. Et peut-être une offensive islamiste aussi à l'école. Mais arrêtez de faire un truc généralisation. Pareil, on a une loi sur la laïcité qui existe, sur l'interdiction du port ostensible de signes religieux depuis 2004, qui fonctionne. Donc il n'y a pas d'offensive islamiste à l'école aujourd'hui? Que moi je soutiens. Franchement, je réfute qu'on fasse une instrumentalisation. Je pose une question, s'il y a une offensive islamiste, instrumentalisation ou non? Factuellement, est-ce qu'il y en a une? Je vous dis non, puisque si on prend par exemple le nombre d'atteintes à la laïcité,
elles sont en baisse. Oui, mais je viens de vous donner des chiffres. Vous nous qui sont donnez les deux chiffres du chiffres. ministère. Vous donnez 2 chiffres sur 2 mois, mais si on Non, prend sur le début d'année et si maintenant. on prend en annuel, les atteintes à la laïcité ont beaucoup augmenté ces dernières années. Comment vous pouvez dire ça? Vous savez, plusieurs choses sur la laïcité. D'abord, le premier qui porte atteinte à la laïcité ces dernières années, je pense que c'est le président de la République lui-même, en assistant à une messe du pape, en assistant à un Noukaï, etc. Et la réalité, c'est que la laïcité a été dévoyée, y compris au plus haut sommet de l'État. Et puis la deuxième chose, c'est que l'importance de cette loi, c'est de montrer que c'est une loi pour faire de la pédagogie et du dialogue avec les élèves. Et qu'elle ne doit pas être perçue comme une loi de répression. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est une loi sur la liberté de croire ou de ne pas croire. Par qui est-elle perçue comme un outil de répression? Elle est perçue par un certain nombre d'élèves. Et c'est bien ça, là aussi, que j'essaie de remédier. S'adapter à leur point de vue? Non, je pars de cette réalité pour essayer d'y remédier. Et pour y remédier, il faut faire de la pédagogie, expliquer que c'est une loi qui garantit la liberté. C'est pour ça que moi je la défends, que j'y suis favorable. Et c'est cette liberté-là qu'on doit pouvoir défendre dans l'ensemble des établissements. Nous allons passer aussi dans quelques instants à la guerre qui est réactivée. Point d'interrogation entre le privé et le public. Encore une question sur ces sujets. Vous n'avez pas répondu précisément sur la responsabilité des parents. Est-ce que vous estimez, quand il y a des drames qui conduisent à la mort, qu'il y a une responsabilité parentale? Je mets de côté les familles monoparentales et on peut comprendre, mais là on parle d'une responsabilité qui pourrait être lourde. Est-ce que vous estimez quand même qu'il peut y avoir un lien de cause à effet? Sur la responsabilité judiciaire, c'est à la justice d'en décider. Et la responsabilité dans un procès peut être déterminée par un juge. Mais la question qui est posée de manière plus générale, c'est comment on implique les parents pour aider les enfants. Mais de ce point de vue-là, vous l'avez dit, on n'est pas tous à égalité. Des mères seules qui élèvent plusieurs enfants et qui se lèvent à 4h du mat ne sont pas dans les mêmes conditions. Là, nous sommes d'accord. Qu'un ministre. Et soit dit en passant, il peut y avoir une démission de certains. Soit dit en passant, certains ministres, pour autant, n'ont pas eu des mêlées avec la justice, avec leurs enfants. Donc, la preuve que ça immunise pas. Mais vous savez, on a déjà essayé la méthode de culpabilisation des parents. Je pense à Nicolas Sarkozy, qui avait supprimé les allocations familiales quand il y avait un taux d'absentéisme trop élevé pour les enfants. De prime abord, certains ont pu se dire, bon, ça peut être une incitation. Oui. Mais on a un retour d'expérience. La réalité, c'est que non seulement le taux d'absentéisme a progressé pour ces enfants-là, mais que ça a en plus mis dans des difficultés sociales ces familles-là. Et vous tombez dans un cercle vicieux. Donc la question qui est posée, c'est plutôt comment on va aider ces parents, plutôt que de les culpabiliser. Et moi, je suis pour les aider, là aussi, avec un soutien qu'on peut leur apporter. On a tous à y gagner, la société à y gagner. Les aider, dites-vous, on va marquer la pause. Bien sûr que des parents sont en difficulté et qu'ils n'y arrivent plus. Donc la question, c'est soit, là aussi, vous allez mettre tous les parents en prison. Bon, je pense que personne ne propose ça sur ce plateau. Personne ne l'a dit. C'est pour ça que j'ai terminé ma phrase en disant, je pense que personne ne propose ça sur ce plateau. Ni Donc ailleurs. la question, c'est comment on va les aider. Et moi, ce que je propose, là aussi, c'est de pouvoir remettre de l'humain, vous l'avez compris. Remettre de l'humain et leur laisser la liberté. Nous allons parler de l'école privée publique dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve pour le grand rendez-vous. Merci d'être avec nous. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos et surtout avec notre invité, Manon Aubry, tête de liste, la France insoumise aux Européennes. On va largement parler évidemment de la campagne qui s'accélère. Restons encore sur l'école, Manon Aubry, puisque 2 députés, dont un député de la France insoumise, ont présenté un rapport sur le financement public de l'enseignement privé. Alors ce travail pourrait déboucher sur une proposition de la France insoumise. Et certains se demandent pourquoi s'attaquer à ce qui marche. Justement, ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez dit, c'est une commission d'enquête un peu transpartisane et donc mon collègue Paul Vanier de la France Insoumise y a participé. Et leurs conclusions sont assez stupéfiantes parce qu'ils ont déjà cherché à se poser une question assez simple. C'est combien l'État français dépensait pour l'école privée ? Le sous-entendu n'est pas « il faut y mettre un terme », juste savoir et avoir de la transparence. Eh bien, ils n'ont pas su obtenir cette réponse. 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards, personne n'a le chiffre. Et ce dont ils se sont aperçus aussi en faisant leur enquête, c'est qu'en réalité, c'était un système qui était hors de contrôle, où il y avait très peu de contrôle sur l'utilisation des fonds publics. Je vous le redis, l'objectif n'est pas de mettre un terme à l'école privée, mais de pouvoir le contrôler, puisqu'il y a de l'argent public. L'école privée est financée à 75% par des fonds publics. Et ils ont calculé qu'au rythme où ça va, il faudrait 1500 ans pour auditer l'ensemble des écoles privées qui parfois n'avaient même pas leur contrat avec l'État. On voit en fait que c'est un sujet auquel personne s'est attaqué ces dernières années. L'objectif n'est pas de mettre un terme, de faire fermer les écoles privées, mais certains chez vous, à la France Insoumise, sont pour la nationalisation, le retour
au grand service public de l'éducation qui avait été poussé par la gauche du temps de François Mitterrand? Non, personne n'a demandé la fermeture des écoles privées. On demande juste qu'il y ait des règles qui s'appliquent. Et c'est intéressant de savoir. Moi, personnellement, je ne le savais pas avant leur étude, on ne sait même pas combien d'argent il y a, on ne sait même pas combien de contrôles ont été faits, alors que c'est de l'argent public. Donc, je pense que n'importe qui, un peu soucieux, et je suis sûre qu'aux Échos, vous êtes très soucieux de l'argent public, on devrait se poser la question de comment cet argent est utilisé pour qu'il y ait suffisamment de contrôle. Directement, on a l'impression que la cible, c'est l'école catholique. Non, c'est l'ensemble des écoles privées, quelle que soit leur confession. Et d'ailleurs, ils ont examiné des écoles privées d'horizons extrêmement différents. Non, absolument pas. Mais en tant que il n'y a pas la querelle entre une partie de la gauche et l'école libre, l'école privée ne date pas d'hier. Pour vous, c'est une querelle qui est terminée. En tant que telle, il y a une légitimité de l'école privée et elle doit se poursuivre et elle ne cause pas problème. De nouveau, personne n'a remis en cause l'existence des écoles privées. Ce qu'on remet en cause, c'est l'absence de règles et l'opacité totale qui entoure ces écoles privées. Donc, on veut qu'il y ait du contrôle. Après, chaque famille choisira de mettre ses enfants dans l'école privée et l'école publique. Mais ce que pointe c'est mieux de l'entendre, c'est mieux de le dire. Donc la liberté. Ce que pointe aussi le rapport, et c'est assez intéressant, c'est une forme de ségrégation sociale quand même qu'il faut avoir à l'esprit, qui est beaucoup plus forte que ça ne l'était dans le passé ou même quand moi j'étais à l'école, puisqu'il y a par exemple dans l'école privée 3 fois moins de boursiers que dans l'école publique. Donc ça pose une question aussi. Quand on veut faire société, quand on veut faire de la mixité sociale, c'est vrai qu'il y a une question qui est posée. Est-ce qu'il faudrait mettre des quotas dans les écoles privées pour les boursiers, pour les gens des milieux populaires? Mes collègues vont faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Ils vont essayer d'y remédier. Mais je pense que la question de la mixité sociale, aujourd'hui, est un vrai enjeu dans l'école privée, mais aussi dans l'école publique. Quand le gouvernement, par exemple, avec leur choc des savoirs, veut faire des groupes de niveau, c'est une forme de ségrégation sociale qui, je pense, aussi extrêmement dangereuse pour faire société, mais aussi pour le niveau moyen des élèves, parce que le but, c'est de tirer vers le haut l'ensemble des élèves. Mais vous êtes conscient que plusieurs envoient leurs enfants à l'école privée parce qu'ils ont un doute désormais sur l'école publique. Ils espèrent retrouver là des vertus qui ne sont peut-être plus présentes, donc l'autorité, la transmission des savoirs. Ok, et donc votre solution, c'est de tuer l'école publique et développer l'école privée. Solution. Je vous retourne la question. Vous comprenez le comportement des parents? Pourquoi tant de parents envoient leurs enfants privés? C'est pour ça que moi, je me bats pour protéger l'école publique et pour avoir des moyens dans l'école publique. Quand le gouvernement annonce là, dans les 10 milliards de coupes budgétaires de Bruno Le Maire, près de 700 millions d'euros de coupes budgétaires dans l'éducation de manière spécifique, soit l'équivalent de plus de 2000 postes. Quand il n'y a pas eu un collège ou un lycée à la rentrée où il n'y avait pas au moins un enseignant qui n'était pas présent, quand les enseignants ne sont pas remplacés, oui, il y a un problème aujourd'hui et puisque le président de la République disait que l'école est le sanctuaire. Pour le coup, je suis assez d'accord avec cela, mais un sanctuaire, ça se protège. Et ils l'ont détruit. Oui. Ils l'ont détruit. Ces gouvernements ces dernières années. Vous avez raison. Là où vous avez raison, c'est que la destruction progressive de notre école publique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et elle s'est faite progressivement et on en paye le prix aujourd'hui. Quand vous avez le salaire moyen des professeurs aujourd'hui en France, qui est d'en dessous de la moyenne de l'OCDE et de la moyenne de l'Union européenne, on voit comment on dévalorise le métier de professeur, comment on n'arrive pas à en attirer. Vous avez plus de 3000 postes qui étaient non pourvus. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait nos études, on se dit que c'est pas un métier attractif. C'est qu'en fait, les difficultés du public, vous les mettiez aussi sur le privé. Le privé qui était un peu efficace et sanctuarisé, vous allez niveler vers le bas. J'ai un raisonnement inverse, c'est de protéger et de développer le public pour que l'offre et la qualité de l'éducation dans le public fassent qu'aujourd'hui, les seules raisons peuvent être autres d'envoyer son enfant dans le privé, mais je me refuse de vivre dans un pays où, en fonction de l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie, vous n'aurez pas la même éducation pour vos enfants. Je me refuse de ça. Justement, on va en parler. Ce sont les économies que cherche partout le gouvernement. Mais le gouvernement ne présente pas la nouvelle réforme de l'assurance chômage dans cette optique. En tous les cas, il dit que ce n'est pas uniquement pour un objectif financier, mais aussi d'efficacité pour faciliter le retour à l'emploi. Pourquoi vous le contestez, cela ? Cette réforme de l'assurance chômage, je vais vous dire, c'est une folie à plusieurs égards. D'abord, elle est inefficace. Il y a eu plusieurs réformes de l'assurance chômage ces dernières années. Il n'y a eu aucun impact sur l'emploi qui a été constaté. Cette réforme, non, et là il réaugmente un petit peu. Cette réforme, elle est basée sur aucune étude. Vous avez peut-être vu la question qui a été posée en conférence de presse à la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Un journaliste lui demande, ce qui je pense est normal, sur quelle étude se base, et elle dit
non, tout le monde le sait. Ah oui, non, tout le monde le sait. C'est important. Vous dites, Manon Bry, pour qu'on soit clair, qu'il n'y a, aucun lien entre le niveau et la durée le niveau ou la durée d'indemnisation du chômage et le chômage lui-même. Oui, il suffit de voir ce qu'il s'est passé. Vous avez une preuve empirique ces dernières années. Vous avez eu 3 réformes de l'assurance chômage sans impact concret sur le taux de chômage. Et puis, d'ailleurs, je me souviens du gouvernement lors de la précédente réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez des études qui le prouvent qu'il n'y a pas d'impact? Mais aujourd'hui, vous comprenez bien que c'est juste la même réponse c'est juste une trappe à pauvreité, la réalité. C'est que vous allez créer des gens qui sont pauvres. Et je me souviens du gouvernement qui a dit que qu'on durcirait les conditions d'accès à l'assurance chômage quand le marché de l'emploi évoluerait et quand les conditions seront meilleures, on pourra faire évoluer et réduire la durée. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas fait ça. Donc, vous voyez, cette réforme, elle est inefficace, elle est injustifiée. Les comptes de l'UNEDIC, par ailleurs, sont en positif. Et elle est surtout injuste. Parce que la réalité, c'est que vous allez créer des pauvres et à la fin, tout le monde est perdant. Ce que je veux bien qu'on comprenne ça et après, promis, je prends votre question. Si vous baissez la durée et le montant de cotisation de l'assurance chômage, vous allez pousser les gens à accepter n'importe quel petit boulot sous-payé. Vous allez créer des jobs à 1 euro et à la fin, tout le monde va être perdant. L'ensemble des gens qui nous écoutent, que vous soyez au chômage ou pas, vous allez Comment expliquez-vous qu'une majorité de Français, tous les sondages le montrent, et soutiennent ces réformes, les approuvent, parfois très majoritairement Monsieur Dupont, vous savez, je lis régulièrement Les Échos, qui est un très bon journal économique. C'est mon tropisme. Avant d'être élu, je travaillais pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale. Donc j'ai gardé cette habitude de lire Les Échos. Et vous posez la question de comment finalement rembourser le déficit. Et vous avez, je ne sais pas si on va le voir. Vous ne répondez pas à ma question sur les sondages. Si, justement, c'est un sondage qui a été publié dans votre excellent journal Les Échos, qui demande les mesures plébiscitées par les Français pour réduire le déficit. Et la première ligne, c'est taxer les super-profits des entreprises à 84%. Et la deuxième ligne, à 76%, c'est augmenter les impôts pour les Français et les plus riches uniquement. Donc les Français les plus riches uniquement, donc les très très riches. Donc vous le voyez, quand on pose la question aux Français sur comment payer le déficit, on y reviendra après au passage que Bruno Le Maire a lui-même creusé, eh bien les Français répondent: il faut taxer les super-profits, il faut taxer les très riches, le gouvernement, en gros, faire la poche des profiteurs. Manon Bry veut le faire des chômeurs. avec les énergéticiens. On va y revenir. C'est pas vrai, Madame Mabrouk. C'est pas vrai. Là, vous touchez un sujet que je connais extrêmement bien. En l'occurrence, on va marquer la pause et on va en parler. Très important. Mais je note quand même, parce que ça, c'est qu'il n'y a pas d'études empiriques prouvant aussi qu'une réforme de l'assurance chômage n'a pas donné de résultats sur le chômage. À l'inverse. En l'occurrence, toutes les réformes de l'assurance chômage qui ont été faites, qui consistent à baisser le niveau d'indemnité et à baisser la durée d'indemnité, n'a pas produit de baisse du niveau du chômage. Ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, donc on a la preuve par les faits. Une courte pause et on se retrouve en direct, bien sûr. À tout de suite. Merci de nous suivre en direct sur CNews et Europe 1. Avant de parler de la campagne, évidemment, des européennes qui s'accélèrent, encore une question sur la recherche à tout prix des économies, Manon Bry. Alors, le gouvernement a parlé de taxation des rentes. La France des bas de laine s'est inquiétée. Et on apprend maintenant que ce serait les rentes des énergéticiens en particulier. Vous devez être satisfaite. En réalité, cette taxe, elle existe déjà. C'est une taxe pour laquelle on s'est battu. Je me suis battue au niveau européen sur les super profits des entreprises énergéticiennes. Mais la réalité, c'est qu'elle devait rapporter quelques 3 milliards d'euros et qu'il n'en a été que quelques centaines de millions d'euros. 300, entre 300, un peu plus de 300 millions d'euros, nous indique le gouvernement. Bref, c'est rien. Les super profits des entreprises énergéticiennes, pour qu'on le comprenne bien, c'est 30 milliards d'euros. Et la réalité, c'est que des super profits ont été faits dans tous les secteurs. Dans le secteur énergétique, mais aussi, je pense, dans le secteur agroalimentaire. Quand on fait nos courses, on a bien vu que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 20%. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs, ils n'ont pas vu la couleur de cet argent, leurs revenus baissent parce qu'au milieu, les marges des entreprises agroalimentaires ont augmenté de 70%. Pourquoi elle n'a pas marché cette taxe? C'était une mauvaise idée ou Non, parce que l'assiette fiscale était trop petite, le taux était trop faible et la réalité, c'est que ce gouvernement ne veut pas s'en prendre ni aux super profits, ni à la richesse, à la fortune des super milliardaires. Alors,
quand on sait qu'il y a des millionnaires, le gouvernement est composé à moitié de millionnaires, on comprend mieux pourquoi ils freinent des cas de fer. Mais ça fait un peu de la démagogie. C'est la réalité. Vous pensez qu'ils protègent pour se protéger eux-mêmes? La moitié du gouvernement est composée de millionnaires et la réalité, c'est qu'ils ne le veulent pas. Je ne vais pas vous renvoyer au patrimoine de Jean-Luc Mélenchon à chaque fois. Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à de très nombreuses reprises, il est d'accord pour payer plus d'impôts. Et moi, je le dis, avec la réforme fiscale que nous proposons, plutôt que d'appauvrir nos services publics, on parlait de l'éducation tout à l'heure, plutôt que d'appauvrir nos chômeurs et de créer de la pauvreté dans notre pays, on ira chercher l'argent là où il est, dans la poche des millionnaires et des milliardaires qui se portent. Très bien, les 42 milliardaires français ont fait plus de 240 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qui garantit que vous n'irez pas plus loin? Là-dessus, c'est l'équivalent d'un chèque de 3 400 euros. Mais qu'est-ce qui garantit que vous n'irez pas plus loin? On parle de la France des bas de laine qui s'inquiète pour son livret A. Mais vous savez que la France des bas de laine, elle a raison de s'inquiéter quand on voit que le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, n'exclut pas d'augmenter la TVA. Et je me souviens, pendant la campagne présidentielle, avec Jean-Luc Mélenchon, on avait dit que, à cause des nouvelles règles budgétaires européennes, que je combats, que mon groupe a été bien seul à combattre, qu'il y aurait 20 milliards d'euros d'économies par an à faire et qu'un des plans du gouvernement pourrait être d'augmenter la TVA. Eh bien, nous y voilà, nous avions raison. Et moi, je refuse parce que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. C'est celui qu'on paye quand on fait nos courses, c'est celui que les pauvres payent en plus grande proportion. On promet souvent des taxes pour des super profits, des super richesses, et au final, c'est la classe moyenne qui finit souvent par casquer. Mais je suis d'accord avec vous et je le regrette. Donc le commun des mortels a raison de s'inquiéter des nouvelles taxes et des nouveaux impôts. Le commun des mortels a raison de s'inquiéter, en effet, de ce que fait le gouvernement. Et je veux lancer l'alerte solennellement à votre antenne. Que le gouvernement nous disent oui ou non s'ils ont prévu d'augmenter la TVA pour aller chercher de l'argent dans les caisses de l'État. Et j'observe au passage que Bruno Le Maire, quand même, nous demande de rembourser un trou financier qu'il a lui-même creusé. Il se présente en Mozart de la finance, pardon, mais ce sont des tocards de l'économie. Parce que ce trou, il a été créé par ce gouvernement. Votre mot tocard est quand même... Ce sont des tocards de l'économie. Ils sont incapables. Ils mentent sur le déficit prévu. Tous les économistes, un peu sérieux, y compris ceux qui ne sont pas de mon bord politique, avaient prédit que le taux de déficit serait plus élevé et que le taux de croissance serait plus faible. Vous voulez nous faire croire qu'en faisant payer les entreprises énergéticiennes qui font beaucoup de profits et les milliardaires, on va combler le déficit de la France qui s'est élevé l'année dernière à plus de 150 milliards. Je vous donne un exemple. Le gouvernement veut faire 20 milliards d'euros d'économies par an. Une taxation des super profits, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros. Rien qu'avec cette mesure-là, eh bien, on peut combler ce déficit. Les Français auront le choix. Est-ce qu'ils préfèrent faire la poche des super profiteurs de la crise des grandes entreprises multinationales, on ne parle pas des petites entreprises, ou est-ce qu'ils veulent sacrifier nos services publics, payer plus cher leurs médicaments, avoir moins de profs dans nos écoles? C'est ça le choix aujourd'hui qui est fait. Augmenter la TVA. C'est finalement la question qui nous sera posée le 9 juin prochain. Est-ce que vous voulez davantage d'austérité, davantage de sacrifice de notre protection sociale et des services publics, ou est-ce que vous voulez taxer les super profiteurs et les milliardaires? Et vous demandez clarification au gouvernement, on l'a compris, sur la TVA. Autre sujet, Manon Bry, nous sommes 6 mois après les attaques sanglantes du 7 octobre. Israël et Benyamin Netanyahou ne comptent pas, en tout cas Benyamin Netanyahou ne compte pas du tout stopper la riposte pour, dit-il, anéantir le Hamas. Le bilan est très lourd pour les otages. Encore un otage a été retrouvé mort avant-hier. Quel bilan vous faites de ces 6 mois? C'est un bilan qui est terrible et qui est macabre. On a vu l'incapacité d'abord du gouvernement de Benjamin Netanyahou à ramener les otages dont nous demandons la libération depuis le premier jour. Et puis, c'est aussi un carnage sans précédent dans la bande de Gaza. Il est mort à Gaza 33 000 personnes depuis le mois d'octobre, dont 40% d'enfants. Il est mort à Gaza, en 4 mois, davantage d'enfants que dans l'ensemble des conflits internationaux depuis 4 ans. Vous avez 60% dans la bande de Gaza, 60% des bâtiments scolaires et médicaux qui ont été détruits. Est-ce que le Hamas porte la responsabilité de ce bilan? La seule responsabilité de ce bilan dans la bande de Gaza, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est lui, s'il n'y avait pas eu l'attaque le 7 octobre, c'est lui qui affame. Mais vous savez, un droit à la défense n'est pas un droit à la vengeance indiscriminée. Vous avez vu les alertes à tous les niveaux, à la fois du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a appelé à un cessez-le-feu. Pendant des mois, on a été bien seuls à demander un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité l'a demandé. Est-ce que vous diriez que les Palestiniens de la bande de Gaza sont aussi, ou peut-être d'abord, les victimes du Hamas? Les Palestiniens de la bande de Gaza sont victimes de bombes qui viennent du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais sont-ils aussi ou d'abord victimes du Hamas? Je veux bien qu'on comprenne ça. C'est que aujourd'hui, dans la bande de Gaza, on meurt de faim.
On meurt parce qu'ils sont affamés par le blocus du gouvernement israélien qui empêche ne serait-ce que de la nourriture d'entrer dans la bande de Gaza. Pardon, mais le Hamas n'a ce pas massacre... Vraiment, on a une non, mais question c'est trop facile de dire cela. C'est trop facile de dire... Madame Aubry, je pose une question. On a compris votre condamnation claire et sans ambiguïté de Benyamin Netanyahou. Je vous pose la question, est-ce que le Hamas a une responsabilité? Vous savez, j'ai tout autant condamné les actes du Hamas, qui sont des actes terroristes, le 7 octobre. Le fait que le Hamas est en responsabilité depuis un temps à Gaza, est-ce que le Hamas a condamné son propre peuple à la souffrance? Ma boussole, c'est le droit international. Et en droit international, le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a pas le droit de tuer et décimer un peuple. La Cour internationale de justice a lancé l'alerte il y a déjà de cela plusieurs semaines, en disant que le risque de génocide était imminent. Maintenant, le risque de génocide est en train de se matérialiser concrètement, puisque les mesures conservatoires demandées au gouvernement israélien n'ont pas été mises en œuvre. Et je veux le dire très solennellement, tous ceux qui ferment les yeux, tous ceux qui ont des pudeurs de gazelle à qualifier ce qu'il se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui portent une lourde responsabilité. Madame Aubry, là, vraiment, je vous pose une question. Elle est simple. On a entendu et c'est important ce que vous dites. Je vous pose simplement la question si le Hamas est co-responsable d'une telle situation mais aussi je grave. Ne défends pas le Hamas. Je sais bien, mais la question, est-ce que vous condamnez aussi... C'est trop facile de dire que le Hamas est responsable. Attendez, qui largue les bombes? Qui largue les bombes? C'est le Hamas? Qui affame le peuple palestinien? C'est le Hamas. Le Hamas ne joue en rien en empêchant. Mais bien sûr que le Hamas a joué un rôle en menant ses actes terroristes. Mais vous savez, la colonisation et la destruction du peuple palestinien, elle n'a pas démarré au mois d'octobre. Elle a démarré bien avant. La colonisation qui se déroule en Cisjordanie, elle n'a pas démarré au mois d'octobre. Elle a démarré bien avant. Les violations des droits humains, les violations du droit international ont démarré bien avant. Donc la question qui est posée maintenant, et c'est le droit international qui le dit. La question qui est posée, c'est comment on arrête ce massacre. Vous êtes une responsable politique, une figure majeure de la classe politique française. Est-ce que c'est un mouvement totalitaire, le Hamas, pour vous? Mais c'est un mouvement qui est classé comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Selon vous, est-ce que c'est un mouvement totalitaire, responsable du malheur de son peuple en partie? Attendez, la question qui m'importe, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas plus de drames dans la bande de Gaza. Et quand je vois que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a voté un embargo sur l'envoi d'armes à Israël et que la France et Emmanuel Macron nous couvrent de honte en s'abstenant sur cette résolution, qu'ils ont envoyé plus de 100 000 pièces de fusils qui sont utilisées pour massacrer le peuple palestinien, je vois la responsabilité et la complicité majeure de la France dans ce massacre. Et j'ai honte. Complicité majeure, vous dites? Oui, quand ils envoient des armes. Attendez, quand la France envoie des armes qui servent à massacrer le peuple palestinien, vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité de la France quand la France Vous avez parlé de génocide. Est-ce que la France, pour vous, est complice d'un génocide? Si la France ne fait rien pour arrêter les massacres en cours, et si ce massacre en cours est qualifié par le droit international comme un génocide, oui, il porte une part de responsabilité. Complice de génocide, pourquoi la France continue à envoyer des armes? Pourquoi la France refuse de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, comme nous le demandons? Pourquoi la France refuse? Quels autres pays ont suspendu? Alors, il y a des États comme le Canada qui ont suspendu l'envoi. Il faut dire, oui, mais qui ont quand même montré la voie. Des États européens comme la Belgique ont voté en faveur de la résolution au Conseil des droits de l'homme, comme je vous le disais. Et puis, je rappelle qu'il y a plus de 130 États dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine, 139 pour être très exact. L'Espagne a proposé que l'Union européenne reconnaisse l'État de Palestine. Et je suis surprise que la France se refuse toujours. Donc moi, je propose des choses très simples. Que la France décide un embargo sur l'envoi d'armes à Israël, demande la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et reconnaisse l'État de Palestine. Voilà comment la France pourrait retrouver son rôle diplomatique en faveur de la paix face à un massacre qui est en cours. Réaction de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, dont vous connaissez les positions sur ce sujet. Il dit ceci, bien sûr, derrière il y a cet antisémitisme, parlant de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, cette haine des Juifs et d'Israël qui se rejoignent, parlant aussi et faisant la comparaison avec la liste antisioniste de Dieudonné et de Soral, je crois en 2009, il dit on ne peut pas développer cette haine d'Israël compulsive que certains députés de LFI portent à leur paroxysme et dire que de l'autre côté, on lutte contre cet antisémitisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, je ne sais pas bien qui écoute encore Manuel Valls pour commencer, mais surtout, sur le fond, il faut arrêter. Moi, si j'ai la haine de quelque chose, c'est la haine du violation des droits internationaux. C'est la haine des violences qu'on inflige au peuple palestinien. C'est la haine de la complicité des États qui ferment les yeux. C'est la haine, finalement, de
des violences qui sont en cours. Voilà de quoi ajouter la haine des organisations terroristes comme le Hamas et mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, ceux qui bombardent le territoire palestinien, c'est le gouvernement israélien. Bien sûr que je ne partage pas les méthodes du Hamas, mais c'est quoi la solution? Aujourd'hui, on a 33 000 morts, va y en avoir demain 50 000, 100 000, 200 000. On va déraciner un peuple tout entier. Et ça, après déjà plus de 50 ans de colonisation, c'est ça qu'on veut? Rayer un peuple de la carte? C'est ça l'intention du gouvernement israélien. Ils l'ont dit d'ailleurs très clairement, qu'ils ne veulent pas s'arrêter là. Donc franchement, aujourd'hui, on devrait déployer toute notre énergie, toute notre force pour ramener la paix dans la bande de Gaza. Et cela passe par des sanctions. Je m'étonne d'ailleurs du 2 poids 2 mesures. On a voté plus de 11 paquets de sanctions à raison à l'égard de la Russie quand il a fallu agir pour arrêter la guerre en Ukraine. Pourquoi quand Israël viole le droit international... Poutine, Benyamin Netanyahou, même combat? Non, j'observe que quand il y a des violations du droit international, notre main ne tremble pas pour décider de sanctions à l'égard du régime russe, mais que nos gouvernements protègent les intérêts du gouvernement israélien et refusent des sanctions. Une courte pause et on va aussi, même si cela a trait évidemment à la campagne des Européennes, entrer, si je peux dire, dans cette campagne qui s'accélère sur le plan européen, les accords de libre-échange, mais aussi une bataille âpre à gauche qui est en cours. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous européen, CNews, Les Échos. Notre invité, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise pour les Européennes. Et au cœur de cette campagne, il y a plusieurs sujets, on va y venir. L'agriculture, les accords de libre-échange, l'immigration aussi, Manon Aubry, avec les partis politiques qui sont divisés sur le pacte asile et immigration européen. Est-ce que pour vous, il faut encore plus contraindre les États à accepter et à répartir les migrants, ou est-ce qu'il faut totalement changer de paradigme ? Oui, il faut davantage de solidarité parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les États du sud de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie au premier chef, font face à une arrivée de migrants qu'ils doivent gérer seuls. Alors qu'en réalité, s'il y a une clé de répartition au sein des États européens, alors ça devient beaucoup plus gérable. Ce qu'on a été capable de faire, d'ailleurs, au moment de la guerre en Ukraine, où on a accueilli plusieurs millions d'Ukrainiens dans l'Union européenne. La France en a accueilli d'ailleurs plutôt moins que les autres États européens, un peu plus de 100 000. Et oui, un pays en guerre. Hein. Je ne sais pas si tous ceux qui arrivent viennent de pays en guerre, malheureusement. Si j'étais j'étais à Calais ce vendredi, j'ai rencontré des Syriens, par exemple. Vous m'accorderez qu'aujourd'hui, être en Syrie, vous vivez pas forcément dans de bonnes conditions. Je pense à des femmes qui fuient l'Afghanistan. Bref, à des gens qui demandent le droit d'asile et qui aujourd'hui vont voir leur droit d'asile en réalité remis en cause par ce nouveau pacte asile-immigration qui prévoit un refoulement plus systématique à la frontière. Mais une répartition aussi. Un renvoi vers ce qu'ils appellent des pays sûrs. Et l'Union européenne considère comme pays sûrs des États comme la Libye où on torture et on maltraite les gens. Il n'y a rien de bon dans ce pacte asile-immigration, il n'y a rien de bon à prendre. On nous avait annoncé un principe de solidarité qu'on évoquait, qui était un principe sur lequel on était plutôt favorable. Et non seulement ce principe a été jeté à la poubelle, mais les États qui refusent d'accueillir leur part de migrants vont pouvoir payer et financer des murs à la frontière de l'Union européenne. Voilà ce que prévoit ce pacte asile-immigration. Mais plutôt que faire deux choses, à mon sens, sur les questions migratoires, il faut un accueil digne quand les gens arrivent, et puis il faut lutter contre les causes profondes des migrations, parce que personne ne choisit de monter sur un radeau de survie au péril de sa vie, comme sur un bateau de croisière, quand vous fuyez la guerre, quand vous fuyez des inondations, etc. Est-ce qu'un État est en droit, par exemple, de dire nous refusons, vous dites certains États vont financer les fameux murs, est-ce qu'ils sont en droit de dire selon notre souveraineté, nous ne voulons pas accueillir davantage de migrants parce que nous ne pouvons pas? Les États sont en droit, ils sont bien en droit de faire ce qu'ils veulent. Vous leur reconnaissez cette souveraineté? Mais moi, je me bats pour une vision beaucoup plus humaine. Vous savez, j'étais à Calais vendredi et je voyais des jeunes hommes, notamment, qui ont fui l'enrôlement obligatoire dans l'armée de Bachar el-Assad en Syrie et qui nous racontaient leur parcours abominable qu'ils ont réalisé pendant 2 ans, ces 2 ans d'errance d'un État à l'autre. Ils ont été torturés et emprisonnés en Libye, ils ont risqué leur vie à travers la mer Méditerranée. J'avais honte. Ils vivaient avec rien, sans nourriture, dans la boue, maltraités. J'avais honte de notre degré d'humanité. Un accueil digne et humain. Est-ce qu'un accueil digne et humain pour la gauche, c'est les retrouver sous un pont porte de la Chapelle? Est-ce qu'un accueil digne et humain, c'est les entasser sous les tentes? Est-ce qu'un accueil digne... Alors, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, cet accueil digne et humain, quand l'immigration que nous avons les moyens, Sonia Mabrouk. On a su le faire pour les réfugiés ukrainiens sans aucune difficulté. Pourquoi on le fait moins pour cela? Quelle différence y voyez-vous? Mais je pose la question, est-ce que c'est à cause de leur couleur de peau, de leur religion?
Aujourd'hui, je reprends l'exemple de ces Syriens que j'ai rencontrés. Pourquoi eux n'ont-ils pas droit au même dispositif que les réfugiés ukrainiens? Et puis, je pense qu'il y a une hypocrisie totale à considérer aujourd'hui que ce pacte asile-immigration va régler le problème, et en réalité, il va créer encore plus de drames aux frontières, encore plus de morts. Et ce pacte asile-immigration qui est, il faut le dire, au niveau européen, coécrit par les socialistes européens et par la droite européenne, et dont Gérald Darmanin s'est targué d'être l'équivalent de la loi immigration française, mais qui va encore plus loin au niveau européen. Voilà la domination des idées d'extrême droite qui sont extrêmement dangereuses, et pour moi qui interroge notre humanité la plus élémentaire. Monsieur Bellamy et les socialistes d'extrême droite? Oui. D'extrême droite? Non, le groupe de Monsieur Bellamy et le groupe de Monsieur Glucksmann ont ensemble coécrit ce nouveau pacte asile-immigration qui reprend, oui, des idées d'extrême droite, comme un refoulement plus systématique, l'enfermement des enfants. Vous écoutez, en l'occurrence, ça a été coécrit par son groupe et il ne peut pas le refuser. D'extrême droite. J'ai pas dit qu'il n'était d'extrême droite. Mais il est complice de l'extrême droite. Je dis que ce pacte asile-immigration reprend les idées de l'extrême droite et qu'il est coécrit, c'est un fait, par les socialistes européens et par la droite européenne. Et que moi, je le combats avec extrêmement de fermeté parce que je veux remettre un peu d'humanité. Vous combattez aussi les accords de libre-échange. J'ai noté cette phrase de la tête de liste Renaissance Valérie Ayé qui affirme que le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, le fameux CETA, continuerait à fonctionner même si l'Assemblée nationale le rejetait à la suite du Sénat. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle déclaration? C'est une folie démocratique. Vous imaginez qu'ils sont en train de nous imposer un traité de libre-échange contre la volonté des Français et contre le vote du Sénat. Et que ce traité de libre-échange avec le Canada, qui devait être voté à l'Assemblée nationale, ils refusent de le mettre à l'agenda en disant « ça risque de parasiter le débat des élections européennes ». Mais pardon, les élections européennes, oui, sont un débat sur les accords de libre-échange que je combats fermement. Parce que c'est quoi le problème de ces accords de libre-échange? C'est d'abord une aberration démocratique, vous l'avez compris. On l'applique depuis 7 ans, le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, alors qu'on ne l'a pas voté en France. Mais c'est aussi une aberration écologique. On fait venir des 4 coins du monde du lait, de la viande, des fruits, des légumes qu'on peut produire ici. Et c'est une aberration, je termine juste là-dessus pour qu'on comprenne bien mon propos, c'est une aberration aussi sanitaire puisqu'on fait venir des produits, des marchandises qui sont faits avec des pesticides ou des OGM qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc c'est une folie à tous les niveaux. Économiquement, cet accord, il a été très favorable à l'économie française, y compris à l'agriculture. Il a permis une nette augmentation des exportations françaises de vin, mais aussi de fromage et de céréales. C'est pas vrai parce que les importations ont davantage augmenté. Donc en réalité, on est plutôt perdant si vous regardez le solde. Et vous faites bien de parler des agriculteurs et des éleveurs notamment qui sont les plus perdants, sachant qu'ils sont déjà ceux qui ont le niveau de revenu le plus bas. Mais si vous prenez par exemple l'exportation de fromage... Il n'y a pas eu d'importation de viande du Canada du tout, vous dites. Sur l'exportation de fromage, il y a moins d'1% de fromage qui est exporté vers le Canada. Et ça pose une question économique et philosophique plus fondamentale. Est-ce qu'on veut une économie qui se spécialise, on va se spécialiser dans un produit qu'on va envoyer aux 4 coins du monde, ou est-ce qu'on veut produire ici ce dont nous avons besoin? Eh bien moi je plaide pour produire ici ce dont nous avons besoin. On a une formidable agriculture en France. Non, on a une formidable agriculture en France. Du lait, de la viande, des fruits, des légumes, on en produit en France. Pourquoi on va aller le chercher aux 4 coins du monde alors qu'on le produit ici et que nos agriculteurs n'arrivent pas à en vivre? Alors la politique a ses droits aussi. Vous voyez pour les tendances pour les élections européennes, il y a un phénomène Raphaël Glucksmann en ce moment. Comment expliquez-vous l'ascendant qu'a pris Raphaël Glucksmann sur la gauche, alors que tout récemment, c'est LFI qui était en position leader? Bon, d'abord, si on prend un peu de recul, en réalité, il remplace un peu Yannick Jadot en 2019. Il est donné dans les mêmes étiages de sondage. On se souvient tous ensuite de combien a fait Yannick Jadot aux élections présidentielles, moins de 5%. Mais la question fondamentale qui nous est posée et que j'esquive pas, c'est quelle va être la stratégie de la gauche dans les mois et années qui viennent. Et vous savez, moi j'ai été une fervente défenseuse, je ne sais plus comment on dit au féminin, de la NUPES, pour avoir un projet commun de rupture avec le macronisme pour offrir une alternative au duo qui nous est présenté. Vous auriez souhaité faire front commun avec moi, j'aurais souhaité faire front commun avec tous ceux qui se reconnaissent dans le programme de la NUPES que j'ai défendu, qui nous a permis de faire élire collectivement 151 députés. Et ça, c'était avant.
Mais j'observe que Raphaël Glucksmann, lui, s'éloigne de la NUPES. J'observe qu'il siège... Mais les électeurs s'en rapprochent. Oui, oui, ça on verra le soir des élections et vous me réinviterez, promis, le week-end d'après le 9 juin et on fera le bilan. Ils sont passés où, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les 22%? Là, vous avez raison. Ils désertent. Là, la plus grande partie d'entre eux, ce que disent toutes les enquêtes d'opinion, c'est qu'ils ont prévu de s'abstenir. C'est moins de 30% aujourd'hui des électeurs et des sympathisants de la France Insoumise qui ont prévu de se mobiliser. Et donc ça, c'est le travail que nous, on a à faire de mobilisation pour ces élections européennes. Et je veux dire 2 choses à ceux qui nous écoutent. Et je suis sûre qu'il y a aussi des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Je veux leur dire la première chose, ne vous laissez pas voler cette élection. Il est évident que les partisans d'Emmanuel Macron et du Rassemblement national vont aller se mobiliser. Et que l'enjeu qui est pour nous, c'est est-ce qu'on veut laisser les clés du pays à l'extrême droite ou aux macronistes, ou est-ce qu'on veut poser une alternative qui veut une meilleure redistribution des richesses, la protection de notre agriculture, on le parlait à l'instant, qui veut aussi la protection de nos services publics, comme on parlait de l'éducation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il nous faut au Parlement européen des députés de combat. On parlait des accords de libre-échange. Moi, je préside au Parlement européen le seul groupe, entendez bien, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. À la fois le groupe socialiste, mais le groupe de Jordan Bardella aussi vote massivement des accords de libre-échange au Parlement européen. On a besoin aussi d'avoir des députés de combat pour gagner des victoires. Nous, au Parlement européen, on a réussi à obtenir un statut pour les travailleurs ubérisés. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui travaillent pour Uber, pour Deliveroo, qui sont ultra précaires, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de protection maladie s'il leur arrive un accident du travail. Eh bien, ça, c'est une victoire qu'on a obtenue. Ils auront enfin une protection sociale s'ils ont un accident. Ils cotiseront pour la retraite, ils cotiseront pour la protection sociale. Voilà à quoi servent des députés insoumis et j'espère qu'on en aura le plus possible le 9 juin prochain si les gens se mobilisent. Merci Manon Bry. Merci à vous. C'était votre grand rendez-vous ce dimanche. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je remercie évidemment mes camarades Stéphane et Mathieu. Et puis merci à nos téléspectateurs toujours aussi nombreux. Très bon dimanche et à bientôt bien sûr.